Au départ, il y a une tourbière. Une grande zone humide avec une forêt autour. Presque un décor de conte pour faire peur aux enfants. Mais ici, pas de farfadets ni de feux follets. On est dans un espace bien réel, au nord de la Savoie, dans la réserve naturelle régionale de la tourbière des Saisies Beaufortin-Val d'Arly. On y trouve des chevêchettes, des blaireaux, des tétralyres, des humains, de la brume dans les branches et des ruisseaux sous la neige. S'il y a bien du mystère, il vient de cette multitude de manières d'être vivant. Et nous avons nos mots pour tenter d'en traduire les comportements. Cet hiver a été rude pour tout le monde. Le Grand Marais est resté bien silencieux. Entre ceux qui se sont protégés du froid, sous la terre ou dans la neige, ceux qui sont restés et ceux qui sont partis. Mais c'est bientôt le renouveau sur la réserve. Les tétralyres commencent à rejoindre leur place de chant sur l'alpage pour se battre et impressionner les femelles. Ils ne sont que 2 ce matin. Le tétra, avec le plus de plumes noires parmi les plumes blanches, semble le plus en forme. Aujourd'hui, une femelle traverse rapidement l'arène et ne s'arrête pas. Qu'importe. Ils reviendront ce soir, demain matin, demain soir, après-demain matin, après-demain soir. Encore un bon mois devant eux. Un peu plus loin, sur l'alpage, un blaireau pointe son museau hors de son terrier. Il ne voit quasiment rien. Mais il a un très bon odorat. Et il sent bien que l'herbe commence à apparaître plus bas dans le versant. Et que le sol doit regorger de vers de terre. Quelques minutes plus tard, un second adulte du même clan sort du terrier. Ce même terrier qui se transmet depuis des générations et des générations. D'ailleurs, les blaireautins doivent être nés à l'intérieur. Les 2 adultes ne viendront les retrouver qu'au petit matin. Plus bas, à la limite entre la forêt et le Grand Marais, tout semble indiquer la présence d'un prédateur. Les passereaux houspillent l'intrus. Et d'arbre en arbre, de mésange en grimpero, rapidement, l'information se répand dans la forêt. C'est un mâle de chevêchette d'Europe, un prédateur à peine plus gros qu'un moineau. Cela fait des mois qu'il siffle dans la forêt. Une femelle lui répond depuis quelque temps. Et ce soir, la parade porte ses fruits. Il essaie ensuite d'attirer la femelle dans la cavité qu'il a identifiée sur le vieil arbre mort. Il lui fait comprendre que c'est ici qu'il faudra pondre les œufs. Dans le Grand Marais, il y a aussi des hommes. Les plus visibles, ce sont les touristes ou ceux qui travaillent autour du tourisme. Bonjour Émilie. Ça va ?
Début de la journée se passe bien? Bon, et ben c'est parti. Ça fait 33 ans que je travaille ici, 33e saison. Pierre Simon est pisteur sur le domaine nordique des Saisies et alpagiste l'été, juste au-dessus de la tourbière. C'est un domaine qui me plaît. J'ai ma fille qui fait du biathlon aussi, et puis j'ai toujours pratiqué le ski de fond, j'aime le ski de fond. C'est vrai que quand on a la chance de faire du ski de fond au Saisies et qu'on arrive sur le plateau de la Palette, c'est quelque chose de sublime. On a vraiment l'impression d'être libéré, quoi. Moi, j'aime bien discuter avec les anciens, et quand on discute avec certaines personnes qui ont connu les Saisies ou les villages avant le tourisme, il y a ceux qui nous disent heureusement qu'on a eu le tourisme, quoi. Il nous a quand même changé la vie. Le tourisme s'est développé depuis les années 60 au col des Saisies, amenant chaque année de plus en plus de monde dans la montagne. Avec un point d'orgue, les JO d'Albertville en 1992. La vie des humains a changé en montagne, la vie de la flore et de la faune sauvage aussi. Le site de la tourbière des Saisies a alors fait l'objet de plusieurs politiques de protection des milieux, arrêtés de protection biotope et intégration au réseau Natura 2000. Parce qu'on s'était rendu compte que ce site était vraiment remarquable d'un point de vue notamment de la biodiversité, mais aussi du fonctionnement hydrologique, et qu'il fallait cadrer les choses pour que les JO puissent se tenir, mais dans un cadre qui respecte le milieu naturel. La réserve de la tourbière des Saisies a finalement été créée en 2013. La région en est à l'initiative, l'ONF et le CIVOM gèrent le site, et Anne-Claire Dick en est la conservatrice. Sur tout l'historique de ce site, ça a été vraiment une évolution parallèle et très, très imbriquée entre le développement socio-économique et puis la prise de conscience que c'était un milieu qui était remarquable et qu'il fallait pas trop l'abîmer, parce que de toute façon, ça viendrait à un moment donné aussi déprécier la valeur socio-économique aussi du site. L'hiver a été long cette année, mais il a finalement laissé place au printemps. Dans la réserve, la présence humaine se cantonne désormais à 2 chemins balisés et quelques zones forestières pour la cueillette. Pour le couple de chevêchettes du Grand Marais, tout semble s'être passé comme prévu. La femelle couve dans la loge. Le mâle, lui, se consacre exclusivement à la chasse. Il se pose toujours sur une même branche d'épicéa. Il siffle. La femelle le rejoint, récupère le campagnol et retourne à la loge avec sa proie. C'est maintenant sûr, les petits sont nés. Plus haut, dans l'alpage, les 2 tétras mâles continuent de parader. Mais tout est sûrement déjà joué. Les femelles vont bientôt pondre. Peut-être même sont-elles déjà dans leur nid, dans les myrtillers, plus bas, dans la pente. Salut Thomas. Salut Anne-Claire. Ça va? Ça va. Alors, Il tu a arrives bien à voir plu. des choses? La Bah, végétation, oui. pas trop de retard? Bah si, un petit peu, mais pour les mousses, c'est pas dérangeant. Après, j'étais en train de me dire justement, là, tu vois, sur ces banquettes, là, c'est des milieux où il pourrait y avoir des drosera. Alors, je sais pas s'il y en a pas ou si elles sont pas encore sorties. Dans le Grand Marais, plus bas, dans le versant,
Anne-Claire, la conservatrice de la réserve, retrouve Thomas, botaniste au Conservatoire botanique national alpin, pour faire le point sur les inventaires. Quand je suis venu la première fois sur le site, ça n'avait pas forcément de lien avec la réserve, c'est juste que je voulais voir l'Andromède et la canneberge que j'avais encore jamais vue, et je savais qu'il y en avait ici. Ça, la toute petite avec les têtes toutes rondes, là, ça c'est Sphagnum capillifolium. Thomas étudie particulièrement la sphaigne, cette mousse à part par rapport aux autres mousses. Théoriquement, on dit qu'elle est immortelle. Elle pousse toujours vers le haut, tandis que le bas se dégrade. C'est lié au fait que, comme la tourbe est gorgée d'eau, la dégradation par les micro-organismes se fait très mal. Du coup, il y a peu d'éléments nutritifs qui sont mis à disposition des plantes. Quelques espèces, souvent des reliques glaciaires, arrivent quand même à pousser sur les sphènes, comme la triantale, la canneberge, la drosera, petite plante carnivore. La faune aussi s'est adaptée aux conditions particulières des tourbières de montagne. Le lézard vivipare. Ses œufs éclosent directement dans son ventre. Et quand ils naissent, les jeunes sont alors prêts pour affronter ce milieu si contraint. La tourbière est un livre ouvert. Des grains de pollen, pris dans la tourbe comme des fossiles pourraient l'être dans la roche, permettent alors de révéler des pans de l'histoire, aussi bien humaines que non humaines. Ici, c'est une des zones où il y a une grande profondeur. Il y a eu une carotte de tourbe qui a été faite pas loin sur le secteur du Lachat et où ils avaient analysé les pollens. Les analyses de ces pollens nous ont appris que les paysages ont évolué naturellement depuis le retrait glaciaire. Depuis, l'arrivée de l'homme s'est matérialisée par l'arrivée de nouveaux pollens, comme le noyer et le châtaignier, mais également par la quasi-disparition du sapin, très utilisé par les Romains pour la construction des navires. Cette vieille forêt a su faire le bonheur de nombreuses espèces. Le couple de pics noirs ravitaille à tour de rôle les poussins. Cette loge a l'air ancienne. Il a dû la creuser il y a déjà quelques années. Quelques mètres en dessous, sur le même arbre, la citelle torche-peau a colmaté une ancienne loge du pic noir pour faire une entrée à sa taille. Et un peu plus haut dans la pente, c'est la chouette de Tagmalm qui profite de ce réseau d'anciennes cavités. Pendant ce temps-là, la chouette chevêchette nettoie sa loge. Les restes de proie commencent à s'accumuler. D'ailleurs, un des jeunes commence à avoir des envies de liberté. Et pour la première fois, il découvre le paysage qui l'entoure.
aussi sait profiter des constructions de ses voisins. Le couple de l'alpage occupe cette année un terrier secondaire de blaireaux. Généralement, ils ne se croisent pas. Et si c'est le cas, chacun son espace dans cet immense labyrinthe souterrain. Les blaireautins, eux, ne sont encore jamais allés dans ce terrier secondaire. Ils ne s'éloignent pas encore de leur blaireautière, là où ils sont nés. Et quand ils sortent, c'est pour des jeux, répliques en miniature des interactions des adultes. Autour des petites mares de la tourbière, c'est un véritable ballet de libellules depuis ce matin. Des leucorrhines douteuses, des libellules à 4 taches, des petites nymphes au corps de feu, des agrillons astés. Elles ont toutes émergé au même moment. Sortir de l'eau, se transformer, s'envoler et pondre dans cette sphène qui les a vues naître. De manière générale, les zones humides d'eau stagnante sont en déclin partout dans le monde et notamment en France aussi. On est dans une dynamique de changement global qui a jamais eu lieu à cette vitesse. Et donc plus que jamais, il faut qu'on arrive à comprendre comment un écosystème comme celui-ci évolue, comment il fonctionne et comment il évolue dans le temps. Donc ça va au-delà de simplement savoir quelles espèces sont là, c'est aussi savoir si elles sont là, pourquoi, et si elles disparaissent, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ce n'est pas une alerte sur l'état du milieu? Pascal Philippe, le garde de la réserve qui travaille avec Anne-Claire, intervient tout au long de l'année pour arracher les semis. Naturellement, sur certains secteurs, la forêt gagnerait sur la tourbière. La gestion des espaces naturels, il y a toujours 2 grandes tendances. Il y a la tendance du laisser faire, on laisse faire, parce que la nature, elle sait faire toute seule, elle n'a pas besoin de nous. Et puis il y a la tendance de l'interventionnisme, d'intervenir sur le milieu pour le changer dans une optique d'améliorer tel ou tel aspect de son fonctionnement. Alors on peut penser que c'est un peu du jardinage, mais ici, la création des mares, ça a été... de mon point de vue, d'après les données scientifiques que j'ai, une réussite pour tout un tas d'espèces. Enfin, ça va au-delà des cortèges auxquels on pense tout de suite. Ça va au-delà des amphibiens, des libellules. On s'est rendu compte, par exemple, avec l'étude sur les chauves-souris, les chiroptères, que certaines mares, c'était des véritables oasis. La nuit venue, c'était the place to be pour les chauves-souris. Plus qu'à monter les filets, on est prêt. Donc c'est une toute petite, mais c'est un adulte. Les chauves-souris ne volent que quand elles ont la taille adulte. Celle-là, on va lui mettre un émetteur du coup. Regarde, t'as déjà tout ça de libéré. Ils sont vachement mieux là. L'été est maintenant bien installé dans le Grand Marais. Comme les libellules, les solitaires ont profité des derniers jours pour se transformer. Et c'est maintenant plus d'une dizaine de papillons qui paradent en même temps au-dessus de la tourbière.
Il est grand temps pour la jeune chouette Chevêchette de sortir. La mère le fait bien comprendre. Comme avant, elle lui amène la proie, chassée par le mâle. Mais au lieu de la lui laisser, elle repart avec. 2 jeunes sont déjà sortis, quémandent et semblent l'encourager. Et pendant que la jeune chouette Chevêchette vit l'événement le plus important de son existence, le blaireau, lui, ne change rien à ses habitudes. Ce soir, comme tous les autres soirs d'été, il part en chasse jusqu'au petit matin. Le blaireau n'est pas encore rentré au terrier que la traite commence déjà sur l'alpage. Pierre Simon a troqué sa combinaison de pisteur contre celle d'agriculteur. La journée appartient à ceux qui se lèvent tôt le matin. È finito. C'est Jacinthe. Oita, viens là. Tout l'été, au saisies, des formes de vie très différentes vont se côtoyer. Les animaux sauvages, les tarines, les abondances et les visiteurs de passage. Alors, première chose, si vous pouviez éviter de parler de pique-nique pendant la première heure et demie, ça me ferait vraiment plaisir. Les chips, c'est dans 2 heures. Voilà. Faites-vous à l'idée, c'est comme ça. Ah voilà, j'en étais sûr. Alors, est-ce que vous vous rappelez quel est mon travail? Tu protèges la tourbière. Enfin. Je protège la tourbière. Est-ce que vous êtes prêts à marcher un petit peu? Oui. C'est parti? Allez, zou! Le mois de juillet bat son plein sur la réserve. Pour Pascal, c'est la période des visites de la tourbière. Alors, les animaux, vous allez voir, quand on fait une balade comme ça, souvent on les voit pas. Pourquoi? Parce qu'on fait du bruit, qu'ils sont craintifs. Ils ont peur de l'homme, les animaux de manière générale. Et du coup, ils s'enfuient bien longtemps avant qu'on soit arrivé. Du coup, pour pouvoir les étudier, les animaux, soit on les entend, comme on avait fait tous ensemble avec les oiseaux, vous vous rappelez? On s'arrête, on écoute et puis on entend. Soit on trouve des traces et indices. Vous vous rappellerez, pinçons des arbres? Regardez les gros trous qu'on voit à peu près à mi-hauteur là-haut. C'est sur cet arbre-là, en fait, il y a des loges de pics. Alors ici, c'est pas le pic vert, c'est le pic quelque chose. Ah c'est marrant parce qu'on entend le pic noir en parallèle. Non, il n'a pas un nom de couleur celui-là, dommage, vous n'avez pas de chance. Non, c'est le pic épêche. Donc il construit sa loge dans les arbres, c'est très bien. À quelle autre espèce d'oiseau elle peut servir cette loge à votre avis? Il fabrique une habitation en fait dans la forêt pour les autres oiseaux, mais quelle autre espèce d'oiseau? Oui. Un hibou. Ah, alors c'est pas tout à fait. Une chouette? Ouais, les petites chouettes de montagne, c'est très bien. Tac. Hop là. Donc ça, c'est les 2 petites chouettes qu'on a dans la réserve naturelle et qui bénéficient du travail du pic. La chouette Chevêchette, c'est la plus petite chouette d'Europe, elle est grande comme ça. Ouais. Donc en fait, si on ne laissait pas les arbres morts comme ça sur pied, déjà les insectes ne pourraient pas se nourrir du bois mort, les pics ne pourraient pas se nourrir des insectes et pas nicher, et en plus, les chouettes ne pourraient pas nicher. Donc c'est très important de laisser les forêts vieillir toutes seules. Attention, rondin qui glisse. Rondin glissant. Rondin méga glissant. Rondin glissant. On va pique-niquer cette fois. Juste à côté du sentier qui canalise les visiteurs d'été, un adulte de Chevêchette a découvert un nid occupé de mésanges noirs au milieu des myrtillers. Il a déjà creusé le sol pour accéder aux poussins.
Les jeunes chevêchettes sont maintenant dispersées dans le bas du Grand Marais. Elles continuent encore d'être nourries par les parents. Fermeture des sentiers de la saison estivale. C'est l'automne sur le Grand Marais. Les touristes sont repartis. Le sentier de la réserve est désormais fermé. Par contre, on va croiser un public de cueilleurs de champignons ou de baies. Pascal surveille désormais l'activité des cueilleurs. Et il y a un cœur de réserve où la cueillette est totalement interdite. Voilà. On va faire de la surveillance et de surveiller s'il n'y a pas des gens qui viennent cueillir des champignons et fouiller la réserve aux endroits où ils n'auraient pas le droit. C'est surtout une gestion humaine en fait. Enfin, moi je passe mon temps à gérer plutôt les comportements des gens qui fréquentent la réserve que d'étudier les animaux. Comment je dois faire? Il y a le garde qui vient là, le truc, il me dit tu fais demi-tour, la piste est faite, la piste. Ouais, non, mais après, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, vous avez raison, protéger. Des fois, on peut avoir un peu des conflits d'intérêt, en tout cas d'usage plutôt, sur la réserve. Il faut que chacun retrouve son compte. Hein. À un moment donné, il ne faut pas. Ouais, mais bon, moi, je subis maintenant. C'est sûr que c'est pas toujours facile à expliquer, à comprendre. Pourquoi on ne peut pas aller cueillir les myrtilles partout dans la réserve, par exemple, ou pourquoi on ne peut pas aller se promener en raquette l'hiver, pourquoi on ne peut pas avoir en fait la même liberté d'utilisation de l'espace. Au moment de la création d'une réserve, il y a toujours des compromis. À chaque étape qui a été franchie dans le sens de plus de préservation, il a fallu beaucoup dialoguer, trouver des compromis, mais on se pose toujours des questions. On n'a jamais fini de s'en poser. Le blaireau de l'alpage rassemble du fourrage pour y garnir sa blaireautière pour passer l'hiver. Les jeunes chevêchettes vont maintenant quitter la réserve. Elles vont se retrouver seules dans la grande forêt et vont devoir retrouver un territoire bien à elles, riche en loges. Les tétras paradent à nouveau quelques jours à l'automne et le cerf brame dans la pente sous la réserve. Le Grand Marais va petit à petit redevenir bien silencieux, entre ceux qui vont se protéger du froid, sous la terre ou dans la neige, ceux qui vont rester et ceux qui vont partir.